Bonsoir à l'heure des pros. Vous avez peut-être vu tout à l'heure le débat qui était passionnant entre Bernard-Henri Lévy et Éric Zemmour sur notre chaîne. C'était deux visions, disons-le, de la France, mais également de l'international qui s'opposaient. Et on va essayer de commenter ce que se sont dit Éric Zemmour et Bernard-Henri Lévy à travers 4 passages que nous avons chapitrés. Le premier passage, c'est le reproche qui est parfois fait à Éric Zemmour d'agiter effectivement des peurs. C'est ce que lui a dit en tout cas Bernard-Henri Lévy. Et la réponse de Zemmour, qui est toujours la même, dire mais moi je montre le réel. Donc c'est comme si vous accusiez le thermomètre quand quelqu'un qui a la fièvre. Alors écoutez ce passage entre les deux hommes parce que c'était un passage assez intéressant. Quand vous me dites c'est moi qui suis un incendiaire parce que je décris la réalité, une fois de plus. Vous savez, dans les années 30 et même dans les années 20, un grand historien que vous connaissez d'ailleurs et que vous appréciez même si vous n'êtes pas d'accord avec lui s'appelait Jacques Bainville. C'était l'historien de l'Action française. Et dès 1920, il avait annoncé, uniquement en regardant le texte du traité de Versailles, tout ce qui s'est passé dans les années 30. Vous voyez, Hitler n'était encore un peintre du dimanche à l'époque. Et il avait annoncé tout. Et à l'époque, tout le monde l'avait traité de belliciste, de germanophobe. Et lui disait, et cette phrase vous va très bien, « Les républicains ont l'habitude d'appeler celui qui prédit les événements le responsable des événements. » C'est exactement ce que vous faites avec moi. Dans cette histoire de l'islam, et croyez-moi, je crois être l'inventeur de la formule fascisme-islamisme. Avant George W. Bush et avant les Français qui ont... Fascisme-islamisme, je l'ai inventé en 1994. Dans La pureté dangereuse. Donc, pour moi, pas de quartier avec les radicaux. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est sur le fond véritablement. Et parfois, c'est un reproche qui vous est fait également. Disons-le, Yvan Rioufol. C'est-à-dire que vous diagnostiquez le pire et on vous dit arrêtez d'agiter ces peurs-là. Et vous dites, non, la France va mal, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Éric Zemmour. Votre avis ? Ouais, c'est-à-dire que là, on avait un face-à-face entre un idéaliste et un hyper-réaliste, dans le fond. Mais les deux, d'ailleurs, se complètent. Il faut bien sûr des idéalistes et des hyper-réalistes. Et là, en l'occurrence, la démarche de l'hyper-réaliste me convient davantage, en effet, parce que d'abord, professionnellement, lui et moi, Zemmour et moi, sommes des journalistes. Je suis un journaliste de terrain et je regarde ce que l'on a sous les yeux et je regarde encore davantage ce qu'on ne veut pas voir. Et Zemmour a un peu la même démarche. À cette différence près que lui s'est donné une sorte de destin prophétique que je ne prétends pas avoir, en annonçant le pire. Moi, je suis beaucoup moins pessimiste que lui. J'ai pas la vision apocalyptique qu'il peut avoir de la France, parce que précisément, je regarde autre chose que ce qu'il voit lui aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous regardez qu'il ne regarde pas ? Mais je vois ne serait-ce que dans la volonté de la société civile de ne pas succomber au suicide français qu'il avait décrit. J'y vois au contraire une appétence pour reprendre son destin en main. Ça, on en a beaucoup parlé à travers notamment les Gilets jaunes, mais pas que les Gilets jaunes. C'était pour moi une sorte de révélation de ce sursaut français, et je fais le pari que la France n'est pas décidée du tout à se laisser ensevelir par les tombereaux d'indifférence de ceux qui ont décidé que la mondialisation allait tout balayer, y compris la nation française. Vous êtes plus optimiste ? Est-ce que vous ne craignez pas de prêcher des convaincus ? Prêcher des convaincus, c'est pas nul. Prêcher des convaincus, ça veut dire donner des armes à des gens qui pensent, mais qui par moments se mettent à douter. Parce que moi-même, il y a des moments devant la propagande des mélenchonistes, devant la propagande... ils sont forts. Oui, devant la propagande des Gilets jaunes, devant ces chaînes d'infos qui les traitent comme des grandes personnalités et qui les mettent à égal avec d'autres. Je ne sais pas, il y a des moments de vertige. Donc, prêcher les convaincus, ça veut dire renforcer dans leur position, aider à se renforcer dans leurs convictions des gens qui, en effet, sont déjà plus ou moins convaincus. Donc, c'est pas rien. Moi, ce qui me gêne dans les mots d'Éric Zemmour ce soir, c'est que c'est pas la prophétie du pire, c'est la politique du pire. C'est-à-dire, c'est pas je vais vous annoncer ce qui va se passer si, c'est dire aux gens, ralliez-moi, parce que lui se veut prophète effectivement, ralliez-moi parce que je détiens la vérité, et son objectif c'est d'orienter les gens vers cette vérité. C'est-à-dire de dire l'islam c'est mal, et de faire entrer dans les mœurs, dans l'idéologie de la France et des gens que l'islam c'est mal. C'est ça qui me gêne. C'est pas qu'il prophétise un avenir, c'est que au nom de son idéologie, il a calque sur le présent et il dit je vous assure que l'islam c'est mal. Et les gens l'entendent dire l'islam c'est mal. Et si l'islam c'était mal ? C'est ça le danger pour moi. Il rééquilibre un dossier qui est de dire que l'islam est une religion de paix et de tolérance. On nous a rebattu les oreilles avec ça depuis quand même 15 ans, et il en faut quelques-uns, et dans ce cas-là, moi je suis prêt à le rejoindre pour dire que non, l'islam c'est plus compliqué que cela.
Véronique Jacquet. Oui, je pense qu'Éric Zemmour incarne, on l'a vu dans les propos là face à BHL, l'étiquette de prophète de malheur, mais toutes les époques ont eu leur prophète de malheur. C'est-à-dire, je vous annonce quelque chose que vous ne voulez pas entendre et que vous ne voulez pas voir. Dans les années 70, il n'y en avait pas beaucoup. Il assume le côté défaitiste ou la politique du pire. Cela dit, je crois que là, ce qu'il essaye de faire, c'est d'être un lanceur d'alerte politique. C'est-à-dire, le politique ne remplit plus sa mission. On ne peut pas discuter sereinement de l'immigration. On ne peut pas avoir un plan à 15, 20 ou 30 ans sur l'immigration, comme c'est le cas au Danemark, par exemple. Le Danemark, ils ont pris le taureau par les cornes. En France, ce n'est pas possible. Ça reste encore tabou. Donc, il met les pieds dans le plat. Il le fait avec toutes ses références historiques. Philippe Bilger. En effet, je rejoins Yvan. Je trouve que le formidable talent et la culture d'Éric Zemmour ont tendance parfois à aller dans une globalité et il élimine les exceptions. Deuxième élément, en effet, il ne propose pas une espérance et à force, ça devient un petit peu étouffant de lucidité. Et quand j'entends BHL en face... je peux comprendre que celui-ci ait besoin d'édifier une image un peu iconique, majestueuse, idéale de la France, et il ne parvient pas à être le général de Gaulle qui parlait, lui, avec le sentiment de Notre-Dame-la-France, mais qui était d'un épouvantable réalisme, et il aurait apprécié celui d'Éric Zemmour ce soir. Que les djihadistes, il faut savoir si on est anti-djihadiste ou pas. Moi, je suis un anti-djihadiste sans concession et conséquent. Il y a là-bas, au Kurdistan, plusieurs milliers de djihadistes qui étaient détenus par les Kurdes. C'est eux qui tenaient les clés. Aujourd'hui, les clés, elles sont passées entre les mains d'Erdogan et elles vont passer demain entre les mains de Bachar al-Assad. Et de bien Poutine, ça, vous avez oublié c'est un un autre danger méchant. pour la sécurité des démocraties. Quand je dis que les démocraties se tirent une balle dans le pied ou se suicident, je pense à ça. Erdogan, c'est celui qui les a laissés entrer en Syrie. Et Bachar al-Assad, c'est celui dont le premier acte dans cette guerre contre les civils terrible et dangereuse a été de libérer les djihadistes. Donc aujourd'hui, nous sommes menacés, en effet, par deux satrapes revanchistes qui peuvent du jour au lendemain décider de nous envoyer en visite quelques dizaines ou quelques centaines de djihadistes. Ça, avoir laissé faire ça, ça s'appelle en effet un suicide. Ah, vous n'avez pas encore répondu. Deuxième passage qui est intéressant et qui montre aussi le climat aujourd'hui de la France. C'est qu'on en est encore à expertiser les années 40 et à encore se diviser sur cette période-là. Et il y a eu un passage assez fort où effectivement Bernard-Henri Lévy reprochait à Éric Zemmour en gros de défendre Pétain. Hein, je la fais courte. Voyez ce passage, et puis après, on a parlé effectivement des juifs français et des juifs qui avaient été, lors du Veldiv, qui avaient été raflés et envoyés dans les camps. Une photo célèbre, vous la verrez, googlisez-la, vous verrez. Oui, oui. Le général de Gaulle passant en revue les premiers Français libres. Oui. Tous ceux qui sont au premier rang ont le foulard de la Légion étrangère. C'est pas des royalistes, c'est pas des maurassiens, ce sont des anciens de la Légion étrangère. Ce sont les pères ou les grands-pères ou les semblables de ces étrangers que vous voudriez aujourd'hui voir non seulement foutre hors de France. C'est scandaleux ce que vous dites. Je veux pas des photos, moi. Ah, cette image, elle est belle. Je vais vous offrir le livre de Simon Epstein. Simon Epstein est économiste, historien, écrivain. Il a écrit, bien entendu, beaucoup de livres, études sur le racisme et l'antisémitisme, histoire juive contemporaine, et ces livres sont en vente au premier étage à la librairie du stand vice-versa. Simon Epstein a travaillé avec le professeur Robert Gistet, directeur du centre Vidal Saxon à l'université hébraïque de Jérusalem. Des limites de la liberté d'expression, la question du racisme et de l'antisémitisme, Simon, c'est à toi. Le paradoxe français, un grand historien franco-israélien. Je vais vous l'offrir pour votre anniversaire, parce que vous allez voir ce qu'il démontre. C'est que 90% des gens qui vont à l'ombre en 40, ce sont des gens de l'Action française. Et laissez-moi, je vous en prie, 90% des collabos viennent de la gauche socialiste radicale. Alors, c'est vrai qu'on en est encore là, Philippe Bilger. C'est-à-dire que la France, comme si elle n'avait pas réglé cette période particulièrement sombre de son histoire. Mais parce que je pense que, et là, l'antagonisme est très net, Éric Zemmour, je crois, a une forme de savoir, de lucidité, mais que Bernard-Henri Lévy, une conception de l'histoire
n'a pas le droit d'être tellement réelle qu'elle en devient cruelle. Je veux dire par là que, au fond, il faut que l'histoire qu'on décrit, même si elle concerne des années tellement auparavant, soit décente, acceptable. Et je comprends bien pourquoi la vision de Zemmour, qui me paraît souvent juste, offense beaucoup de ces gens qui rêveraient d'une histoire où les héros seraient implacablement en face des salauds, alors que, pardon de le dire, même à l'époque, il y avait une ambiguïté, ce qui autorise tout de même les jugements moraux que développe volontiers BHL. Alors, je fais juste une incise. Philippe Bilger qui affirme que le général de Gaulle aurait apprécié ce que dit Zemmour et personne qui réagit sur le plateau. C'est Alain Jakubowicz qui vient d'envoyer ce petit SMS. C'est vrai que, a priori, Zemmour n'est pas tant gaulliste sur ce sujet. En tout cas, que... Non, je faisais un peu la synthèse en disant que De Gaulle l'avait réalisé puisqu'il avait cette vision iconique de la Notre-Dame-la-France et en même temps, il n'était pas étranger à tout réalisme. Alors parlons de cette photo qui est intéressante et que vous pouvez peut-être commenter, comme le faisait il y a quelques secondes Bernard-Henri Lévy, Gilles Verdez. Là, en fait, j'ai même pas envie de commenter les faits, rien que les faits. Vous avez l'image. 30 nationalités dans la France, les 30 nationalités dès le départ. Donc Bernard-Henri Lévy a totalement raison. C'est une erreur historique de Zemmour, je suis désolé. C'est les faits, rien que les faits. Vous ne pouvez pas décréter que l'un a raison et l'autre a tort. Je vous donne les faits. 30 nationalités sur la photo et dans la France libre. Non mais d'accord, j'entends bien, mais de toute façon, la gauche a réécrit l'histoire à sa faveur. Et moi, elle n'a pas retouché les photos, en tout cas, la gauche. On parle sur une photo. Une photo n'est quand même pas qu'un élément parmi d'autres. Moi, j'ai lu effectivement le livre de Simon Epstein, que je vous conseille de lire également, qui est tout à fait... Exposé ici en quoi la lutte contre l'antisémitisme contredit la liberté d'expression. Ce problème a déjà été évoqué par le professeur Bourdon auparavant. Je vais en présenter un autre aspect, une autre dimension, c'est la dimension française, avec le vote de la loi du 29 juillet 1881. Vous connaissez tous cette loi parce qu'elle continue à régir jusqu'à aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté de parole, c'est une loi très importante qui introduit en fait la liberté d'expression. Pour les Juifs, c'était une catastrophe parce que ça a permis au mouvement antisémite qui s'est développé dans les années 80 et qui va s'exprimer avec le monde en 1886 de s'exprimer tout à fait librement. Avant la fameuse loi de 1881, quand il y avait une petite manifestation d'antisémitisme, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait sous le Second Empire, la monarchie juive. Les consistoires envoyaient une délégation au préfet ou à Paris, chez le ministère de l'Intérieur, chez le ministre de l'Intérieur, et compte tenu du fait que la presse n'était pas libre, les préfets, en général, intervenaient auprès des journaux, soit pour les fermer, soit pour limiter leur expression. Et donc, la parole anti-juive était limitée par le fait que la presse n'était pas libre. À partir du moment où on a introduit la presse libre, à partir de juillet 1881, les Juifs se sont trouvés confrontés avec le développement du drumontisme, l'explosion du drumontisme en 1886 et la création de l'antisémitisme comme un mouvement de masse, utilisant tous les moyens d'expression de l'époque, à savoir la grande presse, les meetings, les manifestations. La communauté juive s'est trouvée face à une situation qui a provoqué un désarroi réel et profond, qui est que les anciennes méthodes de défense, à savoir aller voir le préfet ou aller voir le ministre, ne fonctionnaient plus parce que le préfet et le ministre ne pouvaient plus rien faire. À partir du moment où la presse est libre. Qui est tout à fait accablant pour la gauche française, parce qu'elle montre que la totalité de la gauche pacifique, la LICA de l'époque, l'ancienne LICRA, l'ancienne LICRA, les pacifiques, les antifascistes, etc., ce sont tous, par pacifisme, parce qu'ils voulaient jouer l'apaisement vis-à-vis du nazisme, se sont tous rangés auprès de la collaboration et auprès de Vichy. Ce sont les gens de gauche. Et c'était Simon Epstein n'est pas a priori quelqu'un de droite qui le dit. Et donc il faut vraiment... Bonjour. Hello. Shalom. Bon, c'est pas facile. Hein. Shalom. T'es pas content, hein? Bon. Bye bye. Hein? Vous voulez prendre des photos? Rencontrer les gens. Prendre des photos aussi, mais surtout... Je comprends pas. Vous ne parlez pas anglais? Non. C'est dommage. Et français? Vous parlez français?
Eh ben tant pis. Allô. Ça va? Bon. Bye bye. Et donc, il faut vraiment, ce livre, naturellement, est accablant pour toute la gauche. Et je rappelle également que la gauche, en réécrivant l'histoire, parce qu'elle a gagné l'histoire un peu, est passée très rapidement également sur la position absolument épouvantable du Parti communiste, qui, pendant près d'1 an et demi, a pactisé également avec Hitler. Et a fait en sorte... c'est plus compliqué, ça. Non, mais d'accord, mais vous oubliez... Yvan, faut vous répondre. Yvan, s'il vous plaît. Mais oui, mais c'est important. Mais non, Yvan, vous dites une bêtise. Les dirigeants ont pactisé, mais les militants étaient résistants chez les communistes. Mais si, parce que c'était que les dirigeants, les militants communistes. Mais Guy Môquet est mort. Dites pas, c'est pas vrai. Guy Môquet a été fusillé. Ce pacte germano-soviétique a fait en sorte que les dirigeants communistes français, les dirigeants, pas que les dirigeants. Mais si, je ne suis pas suffisamment historien. Mais alors n'en parlez pas, parce que là vous allez me fâcher. Inutilement aujourd'hui que le Parti communiste, très discipliné par rapport au Kremlin, et comme il y avait un accord entre Staline et Hitler, le Parti communiste français n'était pas résistant. J'ai vu les reproductions de l'Humanité clandestine qui paraissait à Paris. Le général de Gaulle y est traité avec aversion. On dit que c'est le valet de la cité de Londres, le valet des Juifs de Londres, signé communiste. Mais quand Hitler attaque la Russie, le Parti communiste français bascule. Lui qui était anti-gaulliste devient un gaulliste. Le Parti communiste, c'était quelque chose de très important en France. Nombreux, disciplinés, courageux. Et voir ce parti rejoindre la résistance, c'est pour De Gaulle à la fois un avantage et une inquiétude. Qu'est-ce que vont faire ces communistes? De Gaulle surveille donc de très près cette résistance, dans la mesure où il se demande si les communistes ne vont pas profiter de cette situation pour s'établir dans des positions clés. Alors il a son idée. Et il va faire appel à quelqu'un qui pourtant ne devrait pas correspondre à ses idées, puisqu'il a écarté Pierre Cotte, vous vous rappelez en 40. Il va faire venir le chef de cabinet de Pierre Cotte, l'ancien chef de cabinet de Pierre Cotte, qui s'appelait Jean Moulin, qui était un préfet et qui s'était extrêmement bien conduit dans l'Eure-et-Loire lorsque les Allemands étaient arrivés. Mais enfin, Jean Moulin est très marqué politiquement. On dira, c'est freiné, on dira qu'il était crypto-communiste, je suis convaincu que c'est faux. Mais enfin, il est bien avec les communistes. Enfin, les militants communistes, vous les insultez. Les dirigeants, oui. Arrêtez votre scénario. C'est quoi cette petite débago que vous... Mais je vous dis pas ça, mais c'est insultant pour les militants. Les communistes obéissaient également au Parti communiste. Mais enfin bon, ça paraît quand même ça. Mais non. D'accord. Mais non, Yvan. Les dirigeants ont pactisé. D'accord. Mais les militants, mais pardonnez-moi, mais Guy Môquet avait 17 ans, il est mort. Je n'ai pas la prétention de faire un débat d'historien. Mais moi non plus, j'ai pas la science. Alors dans ce cas-là, taisez-vous. Mais vous dites le Parti communiste a pactisé. Non, je vous dis non. Oui, le Parti communiste a pactisé, bien sûr. Non, je vous dis les dirigeants. Ah oui, le Parti communiste a pactisé. Les dirigeants du Parti communiste, c'est le Parti communiste. Enfin, arrêtez. Mais je sais Pascal, pas quoi vous jouez, faut vouloir tenter une synthèse. C'est pas ridicule. Une synthèse mais non, je vous assure impossible. Il y a eu une certaine période où... D'ailleurs, c'est pour ça que De Gaulle a fait derrière... Et pourquoi il était avec les communistes, De Gaulle, après 45 ? Enfin, Yvan... Parce que les communistes ont gagné la guerre, pardi. Enfin, qu'est-ce que vous croyez ? Il a amnistié Torres qui était parti se réfugier en URSS. Non, mais... Mais c'est vrai que les militants, c'est pas la même chose. Non, j'ai bien compris votre raisonnement, je ne sais... Mais enfin bon... Vous savez pas. C'est pas que je ne sais pas, mais enfin, vous ne pouvez pas édulcorer ce fait-là. C'est quand même cette trahison fondamentale du Parti communiste. Quand même. Les dirigeants. Mais Pascal, les militants ont suivi durant un certain temps les mots d'ordre des dirigeants. Mais bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Mais non, c'est pas compliqué. Mais bien sûr que c'est compliqué. Les sabotages ont été personne ne discute, bien sûr, mais ça n'est pas contradictoire avec, pardon de... C'est terrible parce qu'on en est encore sur assez... Il y a depuis ce soir, là, entre Zemmour et vous, Yvan, un matraquage sur un livre, d'accord, sur un livre dont on nous parle, ok. Ah bah il est formidable. Pas moi, qui a un livre qui a créé du débat, c'est bien, mais de la polémique, et qui a un livre qui moi représente ce que j'exècre parmi les historiens. J'ai fait quelques études d'histoire, c'est-à-dire qu'il plaque une idéologie, et il réécrit
Il réinterprète tous les faits à l'aune de cette idéologie. C'est l'inverse. Mais non, il prend son idéologie et il adapte les faits à l'idéologie. Il ne faut jamais faire ça. C'est le contraire du métier d'historien. Mais c'est parce qu'il a fait, et de les analyser. Qu'est-ce que vous racontez? Non, il a plaqué. Non, mais pourquoi vous dites qu'il a pas? Vous avez organisé un matraquage sur ce livre, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas lu le livre, vous me dites que vous ne le connaissez pas. Je refuse de le lire. Vous refusez de le lire et vous dites qu'il a plaqué. C'est un travail d'historien qui s'est plongé dans les archives et qui a fait découvrir sans idée a priori qu'en effet la gauche avait collaboré. Je comprends vraiment votre raisonnement et votre raisonnement à vous, je ne le comprends pas. Il y a quelque chose de fermé entre. J'ai voulu défendre. Oui, mais j'ai compris. Oui, bon, alors vous dites que vous ne comprenez pas, donc je vous réponds. Bon, j'ai voulu défendre. On passe à côté de l'essentiel. Bon, sauf si on ne veut pas voir l'essentiel. Mais même dans le modèle européen, le racisme et l'antisémitisme trouvent toujours le moyen de passer à travers le filet. Alors il faut être vraiment être grossier et brutal pour se faire attraper. Mais les antisémites et les racistes en général trouvent toujours le moyen de contourner la loi. Par exemple, le contournement le plus simple et le plus évident et connu de nous tous consiste à dire qu'on n'a rien contre les juifs, mais on condamne le sionisme. Alors, certains sont des vrais antisionistes, et pour d'autres, le mot sionisme est simplement une étiquette qu'on colle afin d'être protégé. Même dans ce cas-là, même quand on est vraiment anti-juif, et même de manière brutale, il y aura toujours une partie des juges qui adopteront une attitude tout à fait marxiste, sans parler du fait qu'on utilise d'autres moyens, et il y a toute une série de moyens qu'on utilise, et le racisme et l'antisémitisme ont toujours les moyens de passer au travers Bon, pour l'instant, ça marche pas vraiment. Et je sens bien que les gens n'ont pas spécialement envie que je vienne chez eux. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. C'est leur choix, hein, c'est leur droit. Excusez-moi, sir. Pardon, monsieur. Pourquoi votre communauté est-elle si fermée? Fermé? Nous sommes plus ouverts que vous ne le pensez. Ah oui, mais j'essaie de passer du temps avec les gens, et puis c'est impossible en fait. D'où êtes-vous? France, yes. Oh, j'ai peur de la France. Et quoi? Aucune de mes tantes n'en est revenue. À cause de la guerre? Oui, c'était une guerre terrible. Un gros problème. Et alors, vous ne voulez pas me connaître? Ok, merci. Thank you. Hello, bonjour, je peux venir avec vous? Nous n'avons pas de place pour vous. Ah, dommage. C'est pour quelle chaîne? C'est une chaîne française. On n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Vous n'aimez pas les Français? Non. Ah, sorry. Désolé, bah ouais, j'ai rien contre vous. Bye. Bon. Troisième passage. C'est sur les États-Unis. Peut-être que là, on sera moins opposés. Écoutez ce que Éric Zemmour dit des États-Unis et comment il dit à BHL, au fond, vous magnifiez les États-Unis, mais les États-Unis, c'est pas ce que vous pensez. Les États-Unis, d'abord, vous avez une vision, mais je vous ai dit, c'est Harry Potter, donc vous avez une vision idéalisée de l'Amérique. L'Amérique a toujours abandonné ses alliés. On a permis à l'Amérique de devenir indépendante au XVIIIe siècle. Elle n'est pas venue à notre aide sous la Révolution et sous l'Empire. Elle est venue soi-disant pour nous aider en 17. En vérité, elle nous a lâchés. Elle aurait venu venir quand? Oui, bien sûr, elle pouvait nous aider. Elle avait des bateaux, etc. Elle a fait la guerre en 1812 contre les Anglais. Ouais. Elle aurait pu venir nous aider en 17. En fait, c'était un rideau de fumée. Et elle nous a lâchés dès qu'elle a pu. Et elle nous a laissés seuls face à Hitler dans les années 30. Donc l'Amérique, encore une fois, vous l'avez idéalisée. Bon, ça c'est intéressant, par exemple, ce que dit Éric Zemmour. Est-ce que c'est vrai? Oui, moi je suis d'accord avec lui parce que de toute façon je trouve que BHL est toujours trop idéaliste par rapport au combat qu'il défend et que ça ne donne pas de résultat sur le long terme. D'où le fait que quelqu'un comme Éric Zemmour a de la place maintenant dans le débat pour lui porter la contradiction. Voilà, je pense que là on est dans l'hyper-réalisme. Alors c'est vrai que tout à l'heure on parlait des Kurdes et qu'on n'a pas vu un Éric Zemmour sur le terrain avec les Kurdes et que la grande force d'un BHL c'est finalement cette espèce de communication politique en portant ses idées. Mais
qu'est-ce qui va en rester de son combat avec les Kurdes, à part de grandes idées, de beaux mots et un beau langage? Je suis frappé de voir tout de même après, que... les joutes oratoires et les joutes historiques sont passionnantes parce que les deux ont beaucoup de références. Mais après, je suis d'accord avec le constat d'Éric Zemmour. Je suis frappé de voir tout à l'heure Éric Zemmour, au début, disait à BHL, vous êtes l'ennemi du réel, vous ne le connaissez pas. Je suis frappé de voir comment à rebours, Éric Zemmour a l'air de mal supporter la plus petite pincée d'idéalisme ou de valeur. Les Américains n'ont pas été que cela. Il paraît mal à l'aise, Éric, avec tout ce qui relève d'une forme de cœur, de sensibilité. Il prête au peuple et aux nations des raisonnements de pure sécheresse utilitaire. Alors, je ne suis pas un historien, comme le disait Yvan à son sujet, mais je crois que peut-être il peut y avoir dans certaines actions un mélange des deux. Il ne faut tout de même pas oublier, et il l'oublie dans son argument, que ce sont les États-Unis qui nous ont libérés tout de même du nazisme. Alors vous allez me dire, Sauf il y avait également les Russes. Mais pardon, Zemmour, par exemple, dit que c'est les Russes qui ont gagné la guerre. Oui, mais enfin, en l'occurrence, ce sont les États-Unis qui ont débarqué en Normandie. Ce ne sont pas les Russes. Mais les Russes, en effet, avaient affaibli. En débarquant sur les côtes Et moi, je me normandes, félicite que ce soit les États-Unis. Je me félicite que ce soit les États-Unis qui aient gagné et non pas les Russes, car je ne me voyais pas du tout, effectivement, sous un régime soviétique. Et puis, je trouve qu'il faut choisir son camp dans ces cas-là. Quand vous avez, à cette époque-là et encore maintenant, le camp de la démocratie qui s'affronte au camp des totalitarismes, il faut toujours choisir le camp de la démocratie, même si cette démocratie-là ne vous déplaît ou ne correspond pas exactement à vos idéaux. Et moi, je veux bien me revendiquer d'être atlantiste, c'est-à-dire d'être pro-américain, et plutôt que de vouloir me ranger auprès d'apprentis dictateurs ou de dictateurs tout court. Je trouve qu'Éric Zemmour mésestime l'importance des attentats du 11 septembre aux États-Unis. La doctrine Bush, qui date de 2002, elle est très précise. Elle a été érigée après les attentats. C'est tout pays qui n'agit pas contre les groupes de terreur à l'intérieur de ses propres frontières sont en état de guerre virtuelle contre les États-Unis. Et il définit un axe du mal, Syrie, Irak, Iran, par exemple. Donc ça, c'est fondamental. On peut critiquer l'action des États-Unis contre ces pays, mais ça participe de cette réflexion après les attentats. On ne peut pas oublier que les États-Unis ont été traumatisés par ces attentats. Donc on ne peut pas avoir une lecture de leurs actions vues d'ici. Il faut avoir une lecture américaine de ce qui s'est passé après ce drame des attentats du 11 septembre. Et ça, Éric Zemmour, contrairement à BHL, l'oublie. Oui, mais Éric Zemmour pointe quand même le péché originel des États-Unis en 2003, c'est la guerre en Irak et tout ce qui en découle depuis, c'est-à-dire la naissance d'un monstre qui s'appelle Daesh. En fait, on a changé d'époque, donc on ne peut pas s'arrêter constamment sur les années 40 ou sur les États-Unis jusqu'en 2001. Voilà, on a changé d'époque, c'est ça qu'il faut. Et puis Zemmour reproche la politique américaine d'intervention en Syrie, en Iran, absolument. etc. Et dit à BHL, effectivement, vous êtes trompé dans votre analyse, et il ne fallait pas intervenir, d'où la position française d'ailleurs, et de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Dernier passage. Dernier passage que je voulais vous faire écouter, c'est sur les Kurdes, puisque BHL dit les Kurdes, on les a laissés tomber et ils défendaient Daesh, mais ils nous défendaient nous. Et Zemmour dit non, ils se défendaient eux d'abord, ils ont bien raison de se défendre eux en priorité. Cette trahison des Kurdes, ce manquement à la parole donnée, cette façon d'utiliser des hommes pour se battre à votre place, et quand le moment est venu de leur rendre justice, de les lâcher en race campagne, je trouve ça terriblement choquant et assez sans précédent. La trahison des Kurdes, on peut effectivement en parler, mais parlons dans ce cas-là de la trahison des Serbes, parce que c'est lui, Bernard-Henri Lévy, qui avait cautionné à l'époque, dans cette guerre dans l'ex-Yougoslavie, le fait que l'OTAN ait décidé
pour punir dans le fond les Serbes de vouloir résister à un islam, avait décidé de bombarder Belgrade alors que les Serbes étaient nos alliés, nos grands alliés pendant la Grande Guerre de 14-18. Donc la trahison, il y a participé sur les Serbes. Alors maintenant, en effet, ce n'est pas très glorieux. Je trouve que la position française et américaine n'est pas très glorieuse vis-à-vis des Kurdes, d'autant que les Kurdes ont été les vainqueurs, un des vainqueurs de l'État islamique, bien entendu. Et on a tous en souvenir ces femmes en cheveux qui étaient d'un courage inouï. Mais n'oublions pas non plus, malgré tout, que ces Kurdes-là ne sont pas des gentils Kurdes, ce sont les Kurdes du PKK, ce sont des marxistes-léninistes. Ils ont leur organisation sur place, je lisais ça dans un journal ce matin, et d'ordre maoïste. C'est également un totalitarisme que cherche à imposer. C'est à la dimension du drame humain quand même. Oui, je vous remercie. Que cherche à imposer ces Kurdes-là. Quand on est l'Europe, quand on a la responsabilité qu'on a face à un des éléments qui ont rendu possible Israël, on commence par faire et on discute après. Ce que ne fait pas la diplomatie européenne. Alors, en ce moment, justement, est-ce qu'une Europe plus forte? Non, ce n'est pas une question d'Europe plus forte. Il faut une Europe mieux animée. Il faut une Europe... ça, c'est ni parce qu'elle est forte, ni parce qu'elle est faible. C'est parce qu'elle est en proie, l'Europe d'aujourd'hui, mais comme des lobbies, comme les États-nations. Bah oui, comme les États-nations. Parce qu'il y a des lobbies, parce que les Juifs sont... minoritaires. Contrairement à ce qu'on croit, sont faibles. Oui, ils campent seuls à part des nations. Ils sont seuls. Israël est seul, sur la scène internationale et seul sur la scène nationale. Israël, il faut arrêter avec le mythe du lobby juif, malheureusement. Moi, j'aimerais qu'il y ait un lobby juif puissant, mais il n'est pas puissant. Les Juifs sont faibles. Il faut bien le savoir. Et il faut bien que les Juifs le sachent, ça d'ailleurs, parce que il y a parfois chez nous, les Juifs, une ivresse de la puissance. Une ivresse. Il y a des moments où, en effet... On vous l'a souvent reproché d'ailleurs, hein, cette puissance démesurée. Moi le premier. Oui, mais moi, vous savez, j'ai toujours en mémoire, et j'ai toujours quasiment avec moi, ce texte de Lévinas dans Nom propre, qui évoque le paysage de dévastation des grandes maisons juives après le passage des hordes SS. Ça va très vite. Hein. Le passage entre la cime et le déclin, pour tout le monde. Du Capitole à la Roche-Torpéienne. Oui, ça commence avec les Romains, mais le peuple juif en a fait l'expérience ô combien. Donc attention à l'ivresse de la puissance. Nous sommes forts grâce à nous, et grâce à notre étude, et grâce à nos textes, mais on n'est jamais assez fort pour être sûr d'être toujours le plus fort. Et il ne faut donc pas tout miser sur la force et sur la puissance. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais il faut être fort. Moi, il y a, dans un livre qui s'appelait « Le génie du judaïsme » que j'ai publié il y a quelques années, il y avait un éloge de la force juive. La force militaire, la force politique, la force d'Israël, mais surtout la force de l'esprit, mais surtout la force des valeurs, mais surtout la force de l'intelligence. Être juif, c'est avoir rapport à un texte qui est le texte le plus intelligent qui soit. Voilà. Pas la Torah bien sûr, mais le Talmud. Rien n'est plus drôle, et rien n'est plus intelligent, et rien ne permet de plus comprendre et mieux comprendre le monde que le Talmud. C'est ça être juif, c'est lire le Talmud. D'accord ? Comme on peut, dans la langue qu'on peut, mais en tout cas essayer. Donc tout ça pour dire que le problème d'Israël et du peuple juif en Europe, c'est pas que l'Europe est trop forte ou trop faible, c'est que les Juifs sont encore, contrairement à ce que l'on croit et à ce qu'ils croient parfois eux-mêmes, sont encore faibles. La notion de l'Europe, est-ce qu'elle est faible? On en a parlé un peu au début. Elle est faible. Absente. L'histoire s'écrit sans nous. L'histoire est en train de s'écrire sans elle. On est en train de devenir une espèce de Suisse continentale sortant de l'histoire. Et on est en train surtout de laisser la place à ces grands empires en résurrection que sont les Ottomans, les Perses, les Russes, les Chinois et la version radicale du sunnisme. Et moi, ce que je pense, une des raisons pour lesquelles je suis si ardemment européen, c'est que pour faire face à tout ça, pour faire face à ces vrais impérialismes, c'est pas l'Amérique qui est impérialiste aujourd'hui, elle est retirée. C'est les 5 que je viens de citer. Pour leur faire face, c'est pas la France, si grande soit-elle, toute seule. C'est pas l'Italie, si grande soit-elle, toute seule. L'union fait la force et l'Europe est probablement la seule solution à tous les défis que posent ces 5 puissances antidémocrates. Et comme moi je crois que la bataille entre la démocratie et ceux qui y sont hostiles, c'est vrai qu'elle continue. C'est vrai que le communisme n'est plus là, ni le fascisme. Mais il y a aujourd'hui l'islamisme radical, il y a les frères musulmans représentés par Erdogan, il y a Poutine avec son projet eurasien.
pour faire face à ça, je crois que l'Europe sera mieux placée que la France seule. L'Europe mieux placée, il nous reste 50 secondes. Écoutez, c'est très simple. Je répète que l'Europe faible, telle que l'a décrit Bernard-Henri Lévy pour son Le judaïsme n'a de sens qu'à être amical aux faibles. Bernard-Henri Lévy pour s'en lamenter, c'est l'Europe qu'il a voulu, c'est l'Europe des droits de l'homme, c'est l'Europe du droit et du commerce contre les États-nations. Deuxièmement, je remarque qu'une fois de plus, vous défendez les peuples et les nations partout à être libres, sauf les peuples européens et en particulier le peuple français. Là, vous devenez impérialiste et vous défendez un empire mou en plus, qui n'est pas digne de vous, l'Europe, qui ne représente rien. Vous aviez plus de gueule quand vous défendiez l'empire austro-hongrois. Ça avait un autre charme quand même. Mais là, vraiment, l'Europe bruxelloise, c'est nul et vide. Elle n'en a aucune, pas à cause de vous, à cause de gens comme vous. Parce que les droits de l'homme ne font pas une politique, monsieur Bernard-Henri Lévy. Et vous voyez, moi, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Et je finis simplement qu'il y a... Mais je suis votre hôte ce soir, si j'ai bien compris. C'est vrai, mais bon... Alors, terminez votre phrase. Allez-y, finissez. Et troisièmement, je pense aujourd'hui, les seuls qui défendent vraiment l'Europe, c'est-à-dire... vous connaissez évidemment la phrase fameuse de Paul Valéry, j'appelle l'Europe toute terre qui a été romanisée, christianisée et qui a subi la discipline grecque. Et ben c'est les peuples qu'il déteste, c'est les dirigeants qu'il déteste, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, l'Italie de Salvini quand elle était sous Salvini. Tous ceux que vous détestez et que vous appelez des populistes, ce sont eux qui défendent la civilisation européenne contre les prédateurs qui viennent et Bernard-Henri Lévy, le mot de la fin. Je ne vous permets pas de dire que je déteste le peuple italien, le peuple polonais, les dirigeants, le peuple hongrois. Ils votent majoritairement pour eux. Je suis atterré quand je vois Salvini que vous défendez se laisser corrompre par Poutine. Je suis atterré quand je vois Orban, que j'ai connu il y a 30 ans, jeune dissident, luttant contre le KGB, se remettre dans les griffes du FSB. Et je suis atterré quand je vois la Pologne, en effet, ce grand peuple polonais que j'aime passionnément, ne pas comprendre que le parapluie américain ne vaut plus rien, que l'ours russe est toujours là et qu'en effet, la seule solution de survie pour lui, c'est cette alliance européenne. Et demain, vous partez aux États-Unis pour défendre la cause kurde et montrer votre film aux États-Unis. Merci. Je voudrais conclure, si vous voulez bien, la question de la lutte contre l'antisémitisme et de la liberté d'expression montre les limites fondamentales de la lutte contre l'antisémitisme. On a tout essayé. On a essayé les moyens juridiques, on a essayé les moyens explicatifs, on a essayé l'autodéfense physique, on a tout essayé au long des 100-150 dernières années. Et on l'a essayé avec courage, avec intelligence. Et ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On aboutit toujours à la même conclusion, celle de la majorité, la seule et vraie solution à la question juive, c'est le retour des Juifs la question dont nous discutons montre une fois de plus la fragilité de tous les barrages qu'on essaye de construire dans la diaspora. On essaye de construire des barrages et chacun de ces barrages s'effondre à un moment. L'Agence internationale de l'énergie atomique reconnaît la Palestine en tant qu'État. C'est ce qu'indiquerait un document signé ce mardi par le directeur général de l'AIEA, Yukia Amano, et le représentant de l'autorité palestinienne à Vienne, Salah Abdul-Shafi. Aucune définition d'un territoire ou indication de frontières ne s'y trouverait. Ce document n'implique en aucune manière l'expression d'une position concernant le statut juridique d'un État ou territoire, ses pouvoirs ou la démarcation de ses frontières. Un moyen donc, selon l'Agence internationale, de contrôler les matières radioactives et nucléaires dont dispose l'autorité palestinienne. Même si elle ne possède pas de réacteurs nucléaires, Ramallah a en sa possession des composants atomiques à usage civil, notamment dans certains hôpitaux et les départements universitaires de physique. Sans surprise, la signature de ce document a déclenché la colère du gouvernement israélien. Israël ne reconnaît pas les tentatives de l'autorité palestinienne de rejoindre en tant qu'État des organisations et des institutions internationales. Israël considère cela comme une violation des accords internationaux. Ce n'est pas la première fois que l'autorité palestinienne tente d'obtenir une reconnaissance officielle auprès des organisations et institutions internationales. Depuis 2011, la Palestine a été admise comme membre à part entière au sein de l'UNESCO. La réaction américaine est également attendue. En raison d'une loi des années 90, il est interdit aux États-Unis de financer toute organisation des Nations Unies qui donne la pleine appartenance à un groupe qui n'a pas les attributs internationalement reconnus d'un État.
Washington, sous l'impulsion de Donald Trump, s'est désengagé de plusieurs organes de l'ONU, en particulier ceux hostiles à Israël, comme le Conseil des droits de l'homme, l'UNRWA ou encore l'UNESCO. You and you fucking Jesus could kiss my ass, okay? Go away. Screw you. Don't camera, no camera. I break your camera. Don't take picture. Okay? Screw you, you Nazi. You fuck. Don't take camera. I break your camera. Don't take picture. Shabbat shalom. No picture. We don't want picture. Leave. You can't come in here. This is not your house. This is not your house. We killed Jesus. We're proud of it. Where are you? Did you record that? Get the fuck out of here. This is my land. This is not your land. It belongs to these families. You son of a bitch. I'm gonna kill you and the Palestinians. You Nazi, you son of a shit. This is my land. God gave it to me. Fuck you. Nazi. Call everyone you want. Bastard. This is my house. This is my land. God gave it to me. And fuck you. Des insultes et des graffitis antichrétiens ont été inscrits sur le mur d'une église et sur la porte d'un cimetière grec-orthodoxe à Jérusalem. D'après des témoins et la police, Jésus est un singe, les chrétiens sont des singes, ont écrit les auteurs de ces inscriptions. Les enquêteurs soupçonnent des extrémistes religieux juifs. Sioniste, tu perds ton sang-froid! Sur quelle base est faite la coalition israélienne actuelle d'extrême droite? Est-ce qu'elle n'est pas faite sur la base de l'occupation et de la colonisation? Ce gouvernement israélien a construit plus de 100 000 colonies sur nos terres. Quand ce gouvernement d'apartheid continue la construction du mur, fait des incursions dans nos villes, en Cisjordanie même, continue à tuer des Palestiniens et des enfants. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Nous qui avons défendu ce projet de la paix, ce projet de la libération par les droits politiques et pacifiques, fin de l'agression temporaire, on attend la prochaine seulement de blocus sur le millions de Palestiniens sous siège. Et de l'antisémitisme, nous savons faire la part des choses et notre